Un podcast ici. Il a brutalisé quelqu'un jusqu'à le tuer et le brûler. Et là, on est dans la crémation. Donc disons que moi, ça m'a beaucoup touché. Après, dans la presse, le lendemain, on va voir une photo où on voit quelqu'un qui est habillé tout en blanc, qui est sur cette chaise avec un tamis sur les genoux. C'est moi. Je suis assis parce que je tiens plus debout. Là, j'ai la pression qui monte parce que là, j'ai ce sentiment aussi d'être seul au monde parce que je suis le seul qui décrit des faits qui ne sont pas du tout concordants avec la thèse du moment qui est l'usage d'armes à feu. Esperanza se fait vraiment mettre à mal d'une manière presque outrancière par l'avocat. Vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas connu, qui n'existe pas, ce n'est même pas une vraie science. Donc vous sortez ça du chapeau, je me souviens, c'est une science de clown. Le 11 avril 2003, la famille Flactif, un couple et leurs 3 enfants, disparaissent au Grand Bornand, en Haute-Savoie, juste avant les vacances scolaires. Très vite, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, sont mobilisés pour passer leur chalet au peigne fin. Parmi eux, Philippe Esperanza, expert en analyse des traces de sang. Il retrouve des traces de sang effacées et dévoile un massacre méthodique des 5 membres de la famille. Dans le même temps, l'ADN retrouvé match et le suspect est placé sous écoute pour récolter un maximum d'éléments avant de l'interpeller. Philippe Esperanza n'en a pas fini avec le Grand Bornand. Je suis Léopold Picot, journaliste à Ici Pays de Savoie. Dans ce podcast, l'expert en morpho-analyse se confie sur son travail et sur ce qu'il a vécu pendant cette affaire hors norme. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. Tuerie du Grand Bornand, les experts qui ont fait parler le chalet. Épisode 2, un bûcher dans la forêt. En mai 2003, après 3 jours complets dans le chalet des Flactifs, Philippe Esperanza est de retour dans son bureau de l'IRCGN, en région parisienne. Cet expert en morpho-analyse des traces de sang doit à présent déterminer ce qui a provoqué chaque trace retrouvée chez les Flactifs. Est-ce qu'elle a été provoquée par une arme à feu, par des coups, ou bien par un ou des objets contondants? Il étudie la forme des traces de sang, la vitesse de leur projection. Avec tous ces éléments, Philippe Esperanza retrace ce qui s'est passé dans le chalet et ce qui a provoqué la mort des 5 membres de la famille. Pour lui, ces analyses sont formelles. Il partage ses conclusions dans un rapport écrit qu'il envoie ensuite au juge d'instruction. Tout est bouclé en 1 semaine. L'enquête se poursuit sans lui et les enquêteurs avancent de leur côté pendant 4 mois jusqu'au vendredi 12 septembre. Ce jour-là, le téléphone de l'expert sonne de nouveau. On me dit, Esperanza, il va falloir revenir à Annecy. Ah bon? Oui, on va interpeller. Ah. Là, c'est le juge qui m'appelle et il dit, je vais vous donner une mission. Philippe Esperanza doit aller à Annecy. C'est là où se situe le tribunal qui est en charge du dossier Flactif. L'expert doit s'y rendre pour partager les conclusions de ses analyses aux gendarmes qui vont mener l'interpellation du suspect. Une fois arrivé sur place, il s'entretient avec eux et leur décrit le déroulement des faits tels qu'il les a projetés à partir de ses relevés dans le chalet. Esperanza leur parle de l'escalier où les corps ont été stockés, des multiples traces de sang, des pièces où chaque victime a été tuée. En fait, les enquêteurs veulent recueillir un maximum de détails et de preuves pour confronter le suspect, le faire craquer et qu'il reconnaisse les faits. Tout est prêt. Philippe Esperanza n'a plus qu'à attendre. Moi, je connais pas Annecy, je décide de rester à Annecy le week-end. Ma compagne même me rejoint, on passe le week-end à Annecy. Mais c'était très étonnant, c'est hors du temps aussi, une fois de plus, parce qu'on est là, on dit, ouais, là, tu vois, je me souviens de manger une glace, de profiter du lac. C'est une très belle ville, Annecy. Mais de se dire, mais tu te rends compte, mardi, il y a l'interpellation, quoi. 5 mois après le massacre dans le chalet, le suspect est arrêté le 16 septembre 2003 devant le petit garage où il travaille à Annecy-le-Vieux. Il s'appelle David Otilla. Son ADN correspond à l'ADN inconnu mêlé
dans le sang des Flactifs. Vous vous souvenez sûrement de ce voisin étrange, un peu trop curieux dans l'épisode 1, qui scrutait les allers-retours des experts avec des jumelles. Eh bien c'est lui. Celui qui aurait tué toute la famille Flactif n'est autre que leur voisin. Mais David Otia n'est pas seulement leur voisin. Originaire du Pas-de-Calais, il louait également avec sa compagne et leurs 2 enfants un chalet à Xavier Flactif. Pendant leurs investigations, entre la disparition des Flactifs et l'arrestation de Otia, les enquêteurs découvrent qu'il existe des tensions entre les 2 hommes. L'année avant le meurtre, David Otia a été jusqu'à incendier un chalet de Gradiela Ortolano, la femme de Xavier Flactif. David Otia est un voisin qui a un petit passé de petit délinquant. Le général François Daoust est directeur adjoint de l'IRCGN au moment des faits. Il supervise les opérations menées sur l'affaire Flactif et suit de près les avancées de l'enquête. Et qui commence avec sa compagne, Alexandra Lefebvre, à se monter le bourrichon, pour parler vulgairement, ou d'une manière un peu plus triviale, en disant c'est pas normal que quelqu'un comme ça ait autant, c'est injuste. Une haine des Flactifs que David Otia ne tente pas de dissimuler. Alors que les médias investissent le Grand Bornand, après la disparition de la famille, il répond volontiers aux questions des journalistes. Devant la caméra de nos confrères de France 2, il s'exprime calmement, avec un sourire aux lèvres. Un vrai renard. Savoir toujours parler aux gens, détourner. Même des entreprises qui travaillaient avec lui qui ne voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir et puis à les endormir, quoi. Ça vous étonne sa disparition ? Il y a beaucoup de gens qui en parlaient dans la région, mais bon, aussi vite, ça me semble bizarre quand même, quoi. On a une jalousie maladive qui est en train de les gangréner, de les dévorer de l'intérieur et qui vont les amener jusqu'à l'irréparable. À savoir, eh bien, il faut se débarrasser d'eux. Et quand on se débarrasse d'eux, il faut prendre leur vie à eux, leurs biens, et c'est nous qui pourront vivre dans ce luxe, et non pas eux, ils ne le méritent pas. Le mardi 16 septembre 2003, David Otia est interrogé par les enquêteurs. Il s'appuie sur les travaux des experts, dont ceux de Philippe Esperanza. Après moins d'1 heure d'interrogatoire, le suspect avoue les 5 meurtres. Il reconnaît avoir tué toute la famille avec un pistolet. Il admet avoir une rancœur à l'égard des Flactifs. Un sentiment qu'il partage avec sa compagne, Alexandra Lefebvre, et un couple d'amis, Stéphane et Isabelle Aremza. Stéphane et lui se sont liés d'amitié lorsqu'ils vivaient encore dans le Pas-de-Calais. Tous 2 sont passionnés de mécanique et de tuning. Lorsque David Otia est venu s'installer en Haute-Savoie avec sa famille, il a convaincu Stéphane Aremza de venir le rejoindre pour travailler dans le même garage que lui, à Annecy-le-Vieux. Le couple d'amis se côtoie donc très régulièrement. Mais au cours de leur discussion, Xavier Flactif prend de plus en plus de place. Désormais, tous les 4 partagent la même jalousie à son égard. Une jalousie qui prend au début du mois d'avril 2003 des tournures de meurtre. Équipés de cordelettes, Stéphane Aremza et David Otia prennent la direction du chalet des Flactifs pour les assassiner. À quelques mètres du chalet, ils décident finalement d'y renoncer. Mais 7 jours plus tard, plus rien n'arrête David Otia. Cette fois, avec un pistolet, il se rend dans leur chalet et il tue, un à un, les 5 membres de la famille Flactif. David Otia assure que le ton est monté entre Xavier Flactif et lui et que le premier tir est parti tout seul. En gros, il raconte comment il a tué tout le monde avec un pistolet. Et on voit déjà que dans son récit, il y a des choses qui ne collent pas. Eh bien, il n'a pas tué tout le monde avec un pistolet. Parce qu'on retrouvera le pistolet par la suite, qu'on analysera, le pistolet s'est rapidement enrayé. Ce qui fait que, autant il a pu certainement tuer le père d'un coup de pistolet, peut-être la mère, mais après les enfants, il les a tués avec un objet contondant. Alors qu'il essaye de faire passer ça sous un crime impulsif et propre, entre guillemets, si tant est qu'un crime puisse être propre, ou en tout cas rapide, avec une arme. Vous l'avez compris, la thèse d'un meurtre par arme à feu, avancée par David Otia, ne colle pas avec les analyses réalisées par Esperanza. Et alors que les enquêteurs ont de plus en plus de certitudes sur le crime, ils n'ont toujours pas de cadavre.
Il faut maintenant savoir ce que David Otia a fait des 5 corps. Et pour ça, les experts se remettent au travail. Les analyses menées par Philippe Esperanza sur les véhicules des 2 couples, Aremza et Otia, pendant leurs interrogatoires, n'ont rien donné. Mais alors que l'expert et l'enquêteur qui l'accompagnent roulent en direction d'Annecy, David Otia révèle une information capitale lors de sa garde à vue. Otia dit qu'il a fait les faits, qu'il a commis les faits et qu'il est allé à tel endroit pour faire la crémation, brûler les corps. Alors on tombe, mais en même temps on est hyper heureux, parce qu'au moins on a une solution, on a les événements, et on aura l'information qu'il a fait la crémation à tel endroit. Et je ne sais pas si j'ai plus d'informations, mais au moins crémation à tel endroit, parce que je me rappelle demander à l'enquêteur si tu sais où c'est. Il dit oui, je sais où c'est. David Otia assure qu'il a brûlé les flactifs dans une forêt, à une dizaine de kilomètres du Grand Bornand. Nous sommes le 16 septembre au soir, quelques heures à peine après l'arrestation de David Otia. Philippe Esperanza entre en même temps que la brigade cynophile dans la forêt du Bois du Mont, sur les hauteurs de Thônes. C'est un endroit très typique des forêts montagnardes alpines, avec des épicéas sur tout le versant. Nous, on est en route de montagne. Il y a un virage, un double virage. Dans ce virage à droite, il y a une partie un peu plateforme. Et oui, il y a l'air d'avoir une crémation un jour. On voit que c'est un peu noirci, il y a peut-être quelques petits morceaux de charbon blanc de bois brûlé, mais sans plus. Et puis il me dit, voilà, d'après lui, ça serait passé là. Puis tu vois, il y a quelques éléments qui vont dans ce sens. Et il dit avoir jeté des ossements, des restes, sur ce versant-là. J'ai souvenir que c'est couvert de végétaux. On est en septembre, hein, c'est là même, en tout cas c'est à l'ombre, donc c'est encore dans mon souvenir, c'est bien vert. On y va, on est que tous les deux. On va sur ce versant et plutôt que de trouver, on est tombé dessus. Parce que franchement, on n'était que 2, donc je vois pas comment on aurait pu trouver ces quelques morceaux, j'ai souvenir de moins de 2. Et on tombe dessus. Et on est là, on dit, oh là, il y a. Donc la version de M. Otia prend de l'épaisseur, prend de la consistance, ça a l'air d'être vrai. Donc ce qu'on pense qui pourrait être un lieu de crémation devient le lieu de crémation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au sein de l'IRCGN, tous les experts sont formés à l'identification de victimes de catastrophes, comme les crashs d'avions ou les incendies. Le bûcher correspond à ce type de scène. Les lieux sont délimités par des parcelles carrées. Chacun passe son carré au crible avec un tamis pour retrouver des traces des victimes. Alors qu'ils analysent le lieu de crémation, une autre partie de la forêt les intrigue. Un petit conduit qui passe sous la route à quelques mètres du bûcher. Philippe Esperanza est le seul à avoir sa lampe frontale. C'est à lui d'y aller. Au début, je me dis ça va être un peu étroit. Après, je me dis j'arrive à rentrer, mais je suis un peu. On est en adrénaline, donc on est dans l'action. On fait attention à ce que le masque ne tombe pas, bien qu'il a l'air de devoir tomber. Il y a la tête qui frotte sur les bus, donc ça retire pour les cheveux. Je dis mince, faut la remettre parce que je suis dans mon contexte, donc je suis pas dans la pénibilité. Je suis dans attention, faut pas que je pollue les lieux. Et là, bien sûr, il y a plein de morceaux de bois. Et là, ils sont tous brûlés. Donc là, la crémation, j'en ai plein en bas. J'ai resté plein en bas. Je veux dire, la bûche, c'est la largeur d'épaule. Hein. C'est pas des bûches de 3 mètres. Hein. On est moins d'un mètre, 80 cm elles font. Hein. Mais il y en a suffisamment pour que j'y passe pas mal de temps. Avec le masque, la lampe frontale, du mal à respirer. Mais je reste, parce que c'est tellement dur d'en rentrer que je sais même pas comment en sortir. Et je me rappelle trouver beaucoup de morceaux de bois brûlés, mais bon, bois brûlé en forêt, oui. Par contre, j'ai tombé sur un morceau de lunette. Une demi-lunette, il n'y a pas le carreau, mais il y a la monture d'un œil. Et ces lunettes, on les a sur toutes les images, ou l'image qui passe régulièrement de la famille Flactif sur une des filles, une des enfants. Et j'ai ces lunettes-là. Une monture assez épaisse noire. Du coup, je remonte au moins avec cela, ce qui me confirme que oui, crémation, là, j'ai beaucoup d'éléments de bois brûlé, c'est certainement lié à ça. Et ce morceau-là va dans la confirmation. Pas le temps pour Esperanza de s'arrêter sur cette macabre découverte, il doit poursuivre sa tâche. Méthodiquement, il cherche des indices dans les morceaux de bois brûlés bloqués dans le conduit. Une fois son travail fini, il retourne aider ses collègues sur les parcelles carrées à analyser. Je remonte, les carrés ont été commencés, bien sûr, parce que moi ça fait un petit moment que je suis en dessous. Et je dis on en est où ?
Et je dis, bon, on en est là. Bon, je prends le carré suivant. Bon, je prends mon rôle, comme tous. Et là, je dirais manque de chance. C'est que je suis en train de tamiser et je trouve l'autre partie des lunettes. De la même paire. Il fallait que ça tombe sur moi. Et là, je m'assois. Là, psychologiquement, je commence à avoir peut-être un peu de mal, puis je suis fatigué. Si j'avais déjà été convaincu que par mes conclusions, des traces que j'avais trouvées dans le chalet, que le chalet avait été le lieu de faits de violence à l'encontre de tous, j'avais pas l'image de mort. J'avais le lieu de stockage, puis c'était... c'est de l'analyse, ça prenait de l'épaisseur, mais j'avais pas d'image. J'avais pas vraiment d'image. Tandis que là, fort de cela, j'arrive là et j'ai cette monture de lunettes qui restera marquée parce que je la vois sur cette photo. Et là, je suis sur le lieu où ces personnes ont disparu. Parce qu'il y a quelque chose de brutal. Pour moi, il y a deux étapes. Il y a brutaliser quelqu'un jusqu'à le tuer et le brûler. Et là, on est dans la crémation. Donc, disons que moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a suffisamment touché, plus peut-être la fatigue, mais en tout cas, ça m'a touché. Et tout cela fait que je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, mais je vais m'asseoir. Je suis avec mon tamis, je continue de tamiser parce que tout le monde le fait, que je dois le faire. On trouve des clous, mais il y a des clous jusqu'à plus savoir qu'en faire. Mais des clous de tapissier, toujours. Donc je leur dis, vous n'êtes pas allés dans les lieux, ça c'est les clous de tapissier du chalet. Donc on est dans le chalet, quoi. Les clous sont importants, même s'ils vont rien prouver, on est dans le chalet. Mais voilà, je suis pas très bien. Et je le dis, pourquoi ? Parce que après, dans la presse, le lendemain, on va voir une photo où on voit quelqu'un qui est habillé tout en blanc, qui est sur cette chaise, en train avec un tamis sur les genoux. C'est moi. Et je suis pas là parce que je suis feignant ou quoi que ce soit, je suis là parce que je tiens plus debout. Je suis assis parce que je tiens plus debout. Mais qu'il faut faire son travail. Sur les 200 scellés relevés sur place par les gendarmes, 70 sont ceux de restes humains. Les familles sont désormais certaines que leurs proches sont morts. Et elles ne peuvent pas les inhumer car les restes doivent encore être conservés jusqu'à la fin de la procédure. Pendant le procès, où il doit comparaître en qualité d'expert, Philippe Esperanza est fortement chahuté par la défense, car David Otia a entre-temps changé sa version. Le procès s'ouvre le 12 juin 2006, dans la salle polyvalente de la ville de Sevrier, au bord du lac d'Annecy. La cour d'assises de Haute-Savoie y siège provisoirement, car le palais de justice d'Annecy a été en partie détruit 5 ans plus tôt par un attentat. C'est donc dans une salle dénuée du décorum habituel d'un tribunal que se tient ce procès retentissant. Sur le banc des accusés, David Otia est le seul à devoir répondre du quintuple meurtre. Mais il y a aussi sa compagne, Alexandra Lefebvre, et leur couple d'amis, Isabelle et Stéphane Aremza. Lui est mis en examen pour complicité d'assassinat, et les deux femmes pour association de malfaiteurs. Le frère de David Otia, Michael, comparaît également pour avoir reçu et jeté son pistolet dans un canal de la ville d'Arras. De leur côté, les proches des flactifs portent des t-shirts avec la photo de Xavier, Graziella, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario Leblanc, 17 ans, le fils de Graziella qui a découvert le chalet vide, ne lâche pas des yeux David Otia. Lui ne le regarde pas une seule fois. Philippe Esperanza arrive au tribunal avec une pile de dossiers. Alors qu'il était reparti en mission sur d'autres scènes de crime, le voilà encore de retour en Haute-Savoie. Cette fois, pas de traces de sang ou de bûcher à analyser, il doit comparaître à la barre en qualité d'expert. Là, j'ai la pression qui monte parce que là, j'ai ce sentiment aussi d'être seul au monde parce que je suis le seul qui décrit des faits qui ne sont pas du tout concordants avec la thèse du moment qui est l'usage d'armes à feu. Et voilà, j'ai toute cette pression-là qui fait que pour la seule fois de ma vie, je vais préparer un PowerPoint, ce qu'on appelle un PowerPoint pour reprendre le nom du logiciel sur lequel on les produisait.
Et je vais le préparer. Je vais le préparer de façon qui me semble rigoureuse, en reprenant les pages de mes conclusions, en indiquant même où je l'ai prise, pour me servir de support. J'ai 6 expertises, j'ai un dictionnaire. Quand on voit l'épaisseur, j'ai plus le nombre de pages, mais j'ai facilement une ramette. Donc j'ai plus de 500 feuilles. Ce stress ne vient pas de nulle part. David Otia a entre-temps changé sa version. Il assure désormais ne pas avoir tué les flactifs, mais que 2 hommes l'ont assommé dans le chalet. Philippe Esperanza a déjà rencontré les avocats de la défense pendant la reconstitution de la tuerie dans le chalet 2 ans plus tôt, le jeudi 28 octobre 2004, et il s'en souvient très bien. Et lorsque j'arrive, une fois de plus, parce que j'étais à un endroit un peu particulier, on m'amène un peu à part. Et j'arrive, ils sont où les autres experts? Et le directeur d'enquête me sourit, il dit, mais t'es le seul? Ils sont où les médecins? Médecin pourquoi? Il y a eu crémation. Ah, c'est vrai. Je suis un peu seul. Ça a commencé à 9h du matin, le juge a géré la reconstitution jusqu'à 18h. Il n'y a eu aucune pause. Je n'ai jamais eu une reconstitution aussi longue où il n'y a que le juge d'instruction qui gère. Avec un suspect, un seul qui est présent, Monsieur Otia qui change de version. Et c'est pour ça qu'elle a duré aussi longtemps, c'est qu'ils vont s'isoler. Lui, le juge d'instruction, les 2 conseils de Otia vont s'isoler pour qu'il donne cette nouvelle version où il développe l'intervention de 2 personnes, je crois, qui va être je n'ai rien fait. Mais je suis au courant parce qu'ils vont me frapper, je vais saigner de la tête, ils vont frapper d'un coup de matraque, je vais tomber inanimé à tel endroit, je me rappelle très bien parce que j'ai saigné de la tête, j'étais là, il est entre la cuisine et le petit salon. Et quand je me suis réveillé, ils sont tous morts. Et là, on me dit, les 2 individus me disent tu nous débarrasses des corps. Et c'est même moi qui leur ai proposé de les brûler. De souvenir, c'est comme ça que je l'ai en tête. Ok, le juge gère tout ça de façon très paisible. Lui est paisible. Les avocats, je vois déjà un peu, je les vois très rentre dedans. J'ai pas de terme plus diplomate en dire, mais voilà, très présent, on va dire. Très présent et des termes assez forts. Vous l'avez compris, la défense d'Otia est désormais la suivante. Il n'est en fait qu'une victime qui s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Pendant cette reconstitution, le juge d'instruction se tourne alors vers son expert, celui qui est du côté de la science et qui a des éléments factuels. Bon allez, Esperanza, vous avez quoi à dire là-dessus? Alors parlons de moi. Je lui dis, voilà, moi j'ai terminé qu'il s'est passé ça, ça et ça, ok, mais oui, bon, et sur la nouvelle version de Monsieur Otia, elle n'est pas possible. Comment ça? Ah non, parce que moi, vous m'avez donné connaissance de tous les éléments techniques, donc j'ai tous les résultats ADN. Et là où Monsieur Otia dit avoir saigné, c'est pas son sang qu'on retrouve, mais celui du fils. Donc si on a trouvé celui du fils, on aurait dû tout autant trouver le sien. Donc ce qu'il dit, être tombé dans le coma à cet endroit-là alors qu'il saigne, parce qu'il le dit bien qu'il saigne, n'est pas possible. Autant il y a ces questionnements qui arrivent, autant la hargne, on va dire, des 2 conseils de Otia va se tourner. Elle va passer du juge d'instruction vers moi, mais elle va pas. Je crois qu'ils n'ont pas encore préparé, donc elle va pas être violente. Mais je vais voir qu'ils vont écrire et réécrire mon nom. Je vois sur une feuille où on passe sans arrêt sur mes lettres Esperanza, que c'est tellement à la limite à passer à travers la feuille, quoi. Oula. Et du coup, quand j'arrive au procès, je les ai déjà vus à l'œuvre à la reconstitution. L'attitude qu'ils avaient eue envers le juge d'instruction, je m'attendais qu'ils l'aient sur moi maintenant, puisqu'en plus ils avaient bien rédigé mon nom, on va dire. Et ça n'a pas manqué. Au procès, Philippe Esperanza n'est pas le seul expert de l'IRCGN à être présent. Dans la salle, il y a aussi les visages familiers de ses collègues et puis le général François Daoust, directeur adjoint de l'Institut à l'époque, qui a aussi fait le déplacement en Haute-Savoie. Chaque spécialiste va témoigner comme expert. D'ailleurs, je dois reconnaître que le pauvre Esperanza va se faire secouer par la défense, par l'avocat de la défense. La morphologie des traces de sang n'est pas une science, une matière qui est bien connue en France. Elle n'est même pas du tout connue. Aux États-Unis, elle a fait ses preuves. Scientifiquement, elle fait ses preuves. On sait que l'on travaille sur un liquide non newtonien, le sang, qui a des propriétés, que chaque goutte qui tombe a des trajectoires balistiques, donc qui sont parfaitement reproductibles mathématiquement, et qu'elles vont donner des formes qui sont caractéristiques d'un coup porté avec un objet contondant, un objet coupant, un objet pointu, ou un objet à haute vélocité comme une balle qui fait des micro-pulvérisations de gouttelettes très très fines.
comme si c'était avec un pochoir, par exemple. Donc, c'est quelque chose de connu. Mais là, l'avocat de la défense va essayer de décrédibiliser à la fois ce domaine technico-scientifique, et pour cela, le meilleur moyen, c'est de déstabiliser la personne qui témoigne. Alors, c'est un procédé classique. Pour l'avoir eu, moi aussi, c'est pas très agréable, parce que quand on déstabilise, vous avez du mal à vous concentrer après sur le reste de votre démonstration, et c'est pas très élégant non plus. Esperanza se fait vraiment mettre mal d'une manière presque outrancière par l'avocat. Vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas connu, qui n'existe pas, ce n'est même pas une vraie science. Donc vous sortez ça du chapeau, je me souviens, c'est une science de clown. Et à tel point que le président, le lendemain, va demander à Maître Lake de s'excuser, d'avoir été un petit peu outrancier. Et Maître Lake va répondre « Oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Je m'excuse, j'ai dépassé un petit peu les bornes. Je n'ai pas été très gentil avec les clowns. » Voilà, tout était dit là-dedans. Je suis resté 6 heures. Ça n'a pas été très agréable. Ça a été très long, très pénible, mais comme j'ai eu la chance de les voir œuvrer, de voir leur stratégie à la reconstitution, ça fait que les insultes, je baissais la tête, j'attendais. Parce que je savais que lorsque un avait cette violence, l'autre allait poser une question. C'est ce qu'ils avaient fait. Donc quand ils posaient une question, je relevais, je répondais. Et après, je reprenais, ça a duré 6 heures. Au bout des 6 heures, celui qui s'occupait de la sécurité des locaux m'a demandé de rester parce que le président voulait me voir. Et j'ai attendu, ça me rassure. Franchement, ça m'a aidé parce que dehors, il y avait tellement de médias que je ne voulais pas sortir. Et dans l'état où j'étais. Et lorsqu'il arrive, il me dit « ça s'est très bien passé ». Tout ça. Ah bon, ça s'est très bien passé. Ma chemise, je l'ai jetée. Elle était, quand je dis trempée, c'est peu dire. Je serais allé dans une piscine, elle n'aurait pas été plus mouillée. Mon terme à moi, c'est décalqué. Si on rentre un peu plus dans le détail, l'objectif de la défense, c'est de décrédibiliser les preuves d'un acte avec un objet contondant. D'après Philippe Esperanza, David Authia aurait pris une bûche de bois ou une batte ou un objet lourd pour frapper les enfants. La défense insiste, il n'a utilisé qu'une arme à feu. En fait, l'enjeu pour la défense, c'est d'atténuer la violence du crime. Tirer une balle sur un enfant, ce n'est pas la même chose que d'asséner des coups mortels à des enfants avec un objet. Ça démontre dans le deuxième cas une détermination, un acharnement, une violence face à des enfants dans l'incapacité de se défendre. Dans ce cas, la peine encourue par leur client risque d'être plus lourde. Le président de la cour d'assises appelle à la barre un autre expert de l'IRCGN, Monsieur Aimé Conigliaro, anthropologue spécialiste en odontologie des dents. Lorsqu'il a expertisé le chalet des Flactifs, il a retrouvé entre les lattes du parquet des petits bouts blancs. Et c'est lui qui a analysé et qui a pu déterminer que c'était des dents de lait, les fameux éclats, et qui a expliqué à la cour que pour arriver à casser un micro-morceau des dents de lait, il y a dû y avoir des coups d'une violence extrême et un acharnement particulier. Et là, la défense n'a eu aucune question et n'a pas osé venir sur ce terrain pour remettre en cause l'odontologie en l'espèce, parce que la dureté des dents, c'est connu, pour casser une dent, on le sait, et une dent jeune, en pleine santé, etc., c'est encore plus difficile. Ensuite, Aimé Conigliaro, donc à la fois mon collègue, mon voisin, mon ami, mon moniteur de plongée, quelqu'un que j'adore toujours aujourd'hui, avec qui j'ai énormément de plaisir à échanger, j'apprends que lui, à travers les vestiges dentaires qui ont pu être trouvés dans les interstices de parquet, avait aussi comme conclu que des coups avaient été donnés, qu'il n'y avait pas que l'usage d'une arme à feu. Et je l'ai découvert aux assises, malgré tous les échanges et tous les moments qu'on a passés ensemble. Et là, j'en étais très fier. Et j'étais très fier à la fois de lui, de comment ça se déroulait à l'IRC. C'est qu'on a beau être voisins, amis, collègues, le secret d'instruction et le secret d'instruction. T'as tes résultats, j'ai mes résultats. On n'échange pas de ça, on a d'autres choses à parler. Ou alors on a à se plaindre du temps, on a à se plaindre de la hiérarchie, on a à se plaindre de notre voisin, parce que les Français sont ainsi qu'il faut qu'on se plaigne.
mais chacun garde, on va dire, le secret d'instruction à sa façon. En tout cas, voilà, mon ami et collègue et voisin, parce que franchement, il y avait une porte entre nos deux bureaux, elle n'a jamais été franchie pour qu'on discute chacun de nos conclusions, qui m'aurait beaucoup réconforté, même parce qu'après je l'abordais. T'aurais pu me le dire, parce que ça m'a beaucoup réconforté quand même qu'il est ça. Les preuves récoltées par la police scientifique accablent David Otia. Le vendredi 30 juin, il est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Sa compagne, Alexandra Lefebvre, est condamnée à 10 ans, Stéphane Aremza à 15 ans et Isabelle Aremza à 7 ans. Michael Otia est condamné à 1 an de prison avec sursis. En ce qui concerne le quintuple assassinat, le chalet a parlé, rappelle l'avocat général Philippe Drouet en évoquant les 22 traces d'ADN appartenant à David Otia mêlées au sang des flactifs. L'affaire David Otia est un cas d'école pour ceux qui y ont participé comme Philippe Esperanza. Pour lui, cette affaire est un modèle de coordination des équipes d'experts avec les enquêteurs. J'ai vu les enquêteurs de loin. Une machine de guerre. D'abord, je l'ai dit plusieurs fois, j'avais l'impression de faire du surf sur une vague. Mais la vague, c'était eux. Il y avait même le commandant de groupement. Donc le commandant de groupement, c'est celui qui gère la région, donc la Savoie. Et le commandant de l'ASR, donc 2 officiers, des hauts officiers, qui n'étaient qu'avec la presse. Mais c'était stratégique. Ils étaient avec la presse. Pourquoi ? Parce que tant que la presse était avec eux, ils n'étaient pas avec nous. Donc nous pouvions œuvrer. Tout était stratégique, mais tout était fait pour que tous puissent travailler au mieux. Tout était sur un tapis. Tout était d'une simplicité. Et avoir accompli... La difficulté du travail, je ne la vois pas. Je n'ai pas vu de travail difficile. J'ai vu beaucoup de pression médiatique. J'ai vu une facilité à œuvrer grâce à l'organisation gendarmique et une mise en moyens monstrueuse. Monstrueuse, mais dans le bon sens. Il y avait jusqu'à des plongeurs qui étaient réquisitionnés au cas où. S'il y avait besoin d'aller chercher des ossements, ils étaient là. Tout était disponible. Toute la maison de gendarmerie s'était mise à disposition de cette enquête. Et quel que soit le besoin qui pouvait, j'imagine, mais quel que soit le besoin qui pouvait être sollicité, il y avait quelqu'un. Et c'était ça. C'est ça que j'ai vu d'abord. Après, personnellement, j'ai fait mon travail et il a apporté... je ne sais pas ce qu'il a apporté. En fait, quand il a dit que c'était plus violent. Est-ce que c'était nécessaire ? On m'a dit que celui qui a tout déclenché, le fils du premier mariage, était sorti pendant que je témoignais, vu les termes ou vu surtout l'horreur que je pouvais décrire. Je ne sais pas si ça a apporté énormément de choses à l'enquête. Ça a amené beaucoup à la discipline. L'enquête, elle pouvait très bien se faire sans moi, je pense. D'abord, j'ai eu, bien sûr, comme souvent à l'époque, en gendarmerie, nous avions des félicitations. J'ai été, on va dire, honoré pour ça. Mais comme je l'ai dit à cette époque-là, c'est jamais moi qui ai trouvé les lieux, quoi. On m'a amené sur les lieux. Moi, je suis juste un sachant, on va dire. Mais personnellement, il n'y a pas d'avant-après. Il y a juste une affaire et la fierté d'avoir participé à cette machine de guerre. Voilà. Aujourd'hui, Philippe Esperanza a quitté la gendarmerie, sa famille comme il l'appelait, pour de nouveaux horizons. Il continue à enseigner la morpho-analyse des traces de sang. Le témoin principal du drame, le chalet, lui, existe toujours. La mère de Graziella Ortolano aurait voulu le voir détruit, mais le chalet a été racheté par un couple de Belges en 2009. Il est loué aujourd'hui sur Airbnb pour plusieurs milliers d'euros la semaine, sans que les locataires connaissent toujours les scènes d'horreur qu'il a abritées. Quant à David Otia, après 22 années passées derrière les barreaux, il peut désormais demander, depuis septembre 2025, sa remise en liberté. C'était Tuerie du Grand Bornand, les experts qui ont fait parler le chalet. Prise de son, Ange Duc, Bertrand Boquet. Montage et mixage, ici Pays de Savoie. Production, Caroline Garnier, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!